Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cet épisode, ce nouvel épisode de 45 minutes chrono. On va attendre au fur et à mesure que tout le monde puisse nous rejoindre. Pour les premiers qui se joignent à nous, et les premières, je vous invite à nous dire déjà ce que vous attendez de cet épisode sur la démarche biodiversité et le retour d'expérience de Michel Meunier, que j'aurai le plaisir d'accueillir dans quelques instants. Si vous pouvez mettre dans les commentaires voilà, ce que vous attendez de cet épisode. On va être ensemble pendant 45 minutes. N'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. On pourra prendre vos questions. Il y a un temps à la fin des 45 minutes qui est dédié justement aux questions-réponses. Alors, je vois qu'il y en a qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à toutes et tous. Je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous attendez de cet épisode de 45 minutes chrono sur la démarche biodiversité. Quelles sont vos attentes? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui avec nous? Bonjour Philippe. Philippe, fidèle participant de 45 minutes chrono. On va attendre encore quelques minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter et nous rejoindre. Bienvenue à ceux et celles qui viennent tout juste de nous rejoindre. On va être ensemble pendant 45 minutes avec Michel Meunier et Jérôme Cohen. Et vous pouvez dès maintenant mettre dans les commentaires ce que vous attendez de cet épisode. Bonjour Sabine, qui attend des éléments méthodologiques, les facteurs clés de réussite d'une démarche biodiversité. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va évoquer avec Michel tout au long de ce live. Bienvenue Sabine. Alors, je vois que les participants se stabilisent un peu. On va pouvoir débuter. Bienvenue bonjour à Fabienne, bonjour à Katia, bonjour à Claire qui viennent tout juste de nous rejoindre. Fabienne, être dans une action profitable pour la biodiversité. Et Katia, je suis ici parce que je vous suis sur les 45 minutes chrono. Merci beaucoup. Je suis spécialement venu pour retrouver Michel en plus. Parfait. Ça va être une très bonne session alors. C'est parti, bienvenue pour ce dernier épisode de la saison de 45 minutes chrono. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'être avec Michel Meunier, qui est dirigeant de chez Janus France. Bonjour Michel. Bonjour à toutes et à tous, merci de cette belle invitation. Et je serai aussi avec Jérôme Cohen qui pourra discuter, animer cette discussion avec Michel. Jérôme qui est président fondateur d'Engage et cofondateur du Grand Défi des entreprises pour la planète. Bonjour Jérôme. Bonjour Quentin, bonjour Michel, j'espère que vous allez bien tous les deux. Eh bien, on va se lancer directement dans le vif du sujet, si tu veux bien Michel, ça te va? C'est avec grand plaisir mon cher Jérôme. Alors, je commence à te poser une question un peu classique. Qui es-tu en allant évidemment assez vite? Qui es-tu Michel Meunier? Que fais-tu dans la vie? Alors j'ai 51 ans, je suis papa de 6 enfants et je dirige depuis Voilà. 10 ans l'entreprise Janus France qui est une entreprise spécialisée dans la menuiserie, serrurerie et vitrerie. D'accord. Et alors, elle est située où cette entreprise? Il y a combien de personnes pour qu'on puisse lui donner un cadre un peu peut-être à cette discussion?
Bien sûr, donc l'entreprise est située dans l'Oise, donc au nord de Paris. Elle emploie 10 collaborateurs, elle réalise 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et donc, comme je l'ai dit, elle existe depuis 10 ans maintenant, avec une particularité, c'est que depuis 2020, nous sommes société à mission dans le cadre de la loi Pacte, était très engagée sur les questions qui touchent à la transition des entreprises et des modèles économiques. Ok. Bien, merci Michel. Alors du coup, je rebondis d'ailleurs sur ton point. Tu dis que tu es entreprise à mission. Première question, peut-être qu'est-ce qui t'a poussé du coup à devenir entreprise à mission? Pourquoi cette démarche? Où tu étais l'un des premiers d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est-à-dire que moi, je suis passé il y a maintenant près de 30 ans par le CJD, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, que tu connais par ailleurs. J'ai eu l'occasion dans ce mouvement d'en être de 2010 à 2012 le président national. Nous avions essayé à l'époque de transformer la finalité du CJD pour mettre l'économie au service de la vie, qui fera du lien avec la question dont on va parler aujourd'hui sur la biodiversité. Et c'est dans ce mouvement que j'ai appris cet engagement militant avec un concept de performance globale qu'a développé le CJD depuis les années 2000 et qui a accompagné les chefs d'entreprise en réflexion autour de mesurer, d'avoir des outils pour mesurer la performance autre qu'économique, c'est-à-dire la performance sociale, sociétale et environnementale. Donc voilà, cette idée-là, ça fait globalement 20 ans que je suis dans cette veine et dans cette idée d'avoir un outil qui permet de mesurer différemment et d'accompagner l'entreprise dans une stratégie un petit peu différente. Et donc la loi Pacte et ce statut de société à mission est pour moi un très très bel outil de transformation et d'accompagnement avec quelques contraintes, mais en tout cas, ça se fait sans difficulté. Quand tu parles de contraintes, tu parles notamment des questions de gouvernance, je suppose, et de. Je ne sais pas Ouais, si une ouais, contrainte d'ailleurs. Ouais, non, non, c'est pas une contrainte, c'est plutôt un élément, tu as raison de mettre ce propos entre guillemets. Non, non, c'est plutôt un élément fédérateur de pouvoir ouvrir la gouvernance et ça répond à la première question qui était posée sur des facteurs clés. Le facteur clé de réussite d'une démarche, c'est qu'elle soit écosystémique, ouverte aux autres parties prenantes et ça pose la question de la gouvernance. Mais je disais surtout que ça prend du temps, c'est chronophage et ça coûte énormément d'argent quand même de se transformer. Donc il faut avoir, à la fois les intuitions qui sont bonnes, mais aussi la capacité à pouvoir mettre l'argent au service de la transition sans en attendre en retour forcément à court terme un résultat en monnaie sonnante et trébuchante. Donc une question de vision, mais c'est le principe de la définition de la raison d'être quand on est société à mission. Ouais. Et alors, évidemment, dans ces questions de société à mission, il y a la question de l'objectif qu'on définit. Et toi, tu as fait du coup de la biodiversité ou du vivant, on peut le dire comme on veut, une dimension importante de cet engagement à travers le fait de passer société à mission. C'est d'ailleurs pour ça que tu as participé à la dernière édition, ou l'avant-dernière, je crois, édition de la formation Action Biodiversité qu'on produit, qu'on propose. Qu'est-ce qui t'a, toi et ton entreprise, poussé en fait à prendre cet enjeu de biodiversité en compte, je dirais, peut-être en parallèle ou en miroir avec l'enjeu climatique? Écoute, c'est une très bonne question, mon cher Jérôme. Merci de la poser parce qu'il est vrai que depuis 2020, nous avions un engagement sur la transition écologique au sens très large et nous avions plutôt mené des actions en faveur de la compréhension de l'empreinte carbone. On a déjà fait 2 bilans carbone en scope 3, hein, avec une politique d'achat responsable très, très engagée. Et le sujet de la biodiversité était un sujet qui revenait dans tous les comités de mission, hein, qui est l'organe de gouvernance, hein, les parties prenantes, en disant on attaque quand le sujet. Et le problème, c'est que effectivement, quand vous regardez bien aujourd'hui sur ce qui existe, peut-être qu'il existe autre chose que Engage, mais c'est en te rencontrant, en rencontrant tes équipes et en suivant notamment les propositions que vous aviez faites, les 100 propositions pour les entreprises, donc en vous suivant, que j'ai trouvé chez vous la formation. Ouais, je parle du grand défi, ouais, tout à fait, Jérôme. Mais c'est ce qui m'a permis en fait de voir qu'il y avait une formation qui permettait d'accompagner les dirigeants qui avaient cette idée de mettre la biodiversité au cœur de leur stratégie, leur proposer non seulement une méthodologie, mais aussi des outils, une vision stratégique pour pouvoir passer à l'œuvre et comprendre un petit peu ce sujet du vivant, qui est un sujet quand même, on va dire, éminemment complexe et systémique. D'accord. Et alors, avant de rentrer peut-être dans le détail, on parlera peut-être du DIRA, donc c'est une méthode qu'on a inventée pour essayer de travailler, enfin justement de bien diriger, d'initier sa stratégie biodiversité. Qu'est-ce qui
t'a marqué ou qu'est-ce qui a fait que cette formation t'a aidé de façon plus large? Alors à la fois, cette formation permet, déjà de prendre conscience des sujets qui touchent à l'effondrement de la biodiversité, qui est le sujet d'entre les sujets. C'est-à-dire que à côté de ça, le dérèglement, climatique, fait pas le figure. En tout cas, c'est pas à mon avis le sujet stratégique phare, c'est vraiment le sujet de la biodiversité et du vivant parce qu'il nous offre. Donc c'est une compréhension de quoi on parle, de compréhension avec l'ensemble des intervenants de très très haute qualité qui nous ont permis d'avoir une compréhension sur les sujets, à quoi ça correspondait et vers quoi ça nous engageait. Et derrière, un outil très très pratico-pratique, mais aussi, je dirais, la grande chance que nous avions eue, en tout cas sur la session qu'on a fait, d'avoir une diversité d'acteurs autour de la table et de voir des secteurs d'activité différents et de pouvoir partager et comprendre que chacun à son niveau avait ses problématiques, mais de toute façon, en transversalité, toutes les entreprises, peu importe, et ça maintenant j'en suis intimement convaincu, leur taille ou leur secteur d'activité, pouvaient, à leur niveau, en fonction de leurs moyens, mener une stratégie en faveur de la biodiversité sans attendre le grand soir, le grand jour, le bon indicateur ou la réglementation pour ce faire. Oui. Alors justement, dans ce cadre-là, ce que l'on propose, enfin, ou ce qui nous semble fondamental, c'est cette question de représentation, de compréhension de ce qui relie finalement l'entreprise et l'enjeu de biodiversité, c'est-à-dire les questions de dépendance, d'impact, de risque, évidemment les leviers d'action, ce que nous on appelle le DIRA. Est-ce que tu pourrais présenter peut-être d'ailleurs le DIRA que toi tu as mené et en quoi réaliser ce DIRA t'a permis de te mettre en marche en fait sur cette question? Ouais, ouais, oui, oui. Alors plus en démarche qu'en marche, en fait. C'est-à-dire que ce que j'aime bien dans la démarche, c'est que ce sont des marches, c'est-à-dire qu'on les monte en fonction de la compréhension du moment, mais aussi en fonction de ses moyens humains, financiers, matériels. Il ne faut pas attendre que tout soit là et que tout soit parfait pour se mettre en démarche. Donc cette démarche, alors d'abord dire que déjà j'ai pris conscience dans la formation et par les apports qui sont faits par les experts qui sont venus nous éclairer, que globalement, il y avait des sujets qui étaient les mêmes. C'est-à-dire que quand on travaillait, j'avais plus, comment dire, de connaissances ou de conscience des problématiques qui touchent au réchauffement climatique. Et je me suis aperçu en fait que c'était les mêmes combats. C'est-à-dire que si on travaillait à diminuer le CO2, ça profitait à la biodiversité. Si on travaillait à réduire ses déchets, ça profitait à la biodiversité. Donc déjà, premier grand enseignement pour moi, c'est qu'en fait, quand on travaille pour le climat, on travaille pour la biodiversité. Et vice-versa d'ailleurs, oui. Et tout à fait, et vice-versa. Deuxième grand élément d'enseignement, je dirais pédagogique, en tout cas pour moi, dans ce que j'ai compris, c'est que la biodiversité est un sujet qui est beaucoup plus facile à engager parce qu'on est toutes et tous comment dire, à un moment dans sa vie, le vivant nous parle. Une forêt, un arbre, un étang, une fleur, une abeille, un insecte, un oiseau, c'est quelque chose qui nous parle beaucoup plus facilement que quand on parle au réchauffement climatique. Et donc, la biodiversité, c'est quelque chose qui permet d'engager beaucoup plus l'ensemble des acteurs, y compris les collaborateurs dans l'entreprise, parce que c'est un sujet où, à un moment donné, on a tous été confrontés à ça, où c'est quelque chose qui, comment dire, est intérieur de nous, quoi. Le vivant est de toute façon est en nous, il fait partie de notre écosystème. Nous sommes la biodiversité aussi. Exactement, nous sommes la biodiversité. Et pour revenir effectivement au DIRA, c'est de comprendre à un moment donné que, vous le voyez, hein, le DIRA, c'est dépendance, c'est impact, donc le I de impact, le R de risque. Quels sont les risques liés à notre activité si nous ne prenons pas soin de préserver ou de régénérer, voire de diminuer l'impact sur le vivant et donc la biodiversité. Et derrière, en bas, tout un tas d'actions qui ont été co-construites lors de la formation chez vous, puisqu'en fait, cette formation aussi, elle était découpée dans le temps et elle permettait de faire des allers-retours. Et c'est ça que j'ai aussi apprécié avec les collaborateurs, l'entreprise, les parties prenantes, pour à la fin être en capacité de présenter un plan d'action qui est quand même relativement ambitieux, qui à la fois est à notre niveau. Hein. Nous, on a choisi le colibri sous l'axe environnemental de cette histoire de Pierre Rabhi dans la forêt amazonienne, hein, du toucan qui dit au colibri qui jette une petite goutte d'eau sur le feu. Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Et le colibri lui dit, je fais ma part. Ben, encore une fois, nous, on veut montrer que les PME, TPE ne doivent pas être les parents pauvres de l'action de la biodiversité et qu'on peut, avec peu de moyens, mais beaucoup d'envie et une volonté, mener un certain nombre d'actions qui vont être en faveur de la biodiversité. C'est toutes les actions que vous voyez ici en bas et sur lesquelles je veux bien
si vous en avez envie ou si vous avez des questions juste après, revenir en détail dans les moyens qu'ils peuvent mobiliser, mais ce ne sont pas des moyens de folie, quoi. Oui, puis on peut rajouter que, en ce qui concerne les PME, c'est vrai qu'elles sont souvent les parents pauvres en fait de cet engagement pour la biodiversité pour des questions, on va dire, peut-être simples de moyens humains et financiers, que les grands groupes ne rencontrent pas ou pas de la même façon en tout cas, et qu'il y a aussi la question, entre guillemets, des risques, parce que les entreprises les petites en tout cas, sont pour certaines ou pour beaucoup, des fournisseurs des grands groupes qui, eux, vont avoir des obligations, notamment par la CSRD. Et donc, en étant dans cet écosystème-là, les entreprises, même les plus petites, vont avoir progressivement cette nécessité de répondre à des cahiers des charges, enfin, on l'espère en tout cas, de plus en plus exigeants. Donc, il n'y a pas qu'une question, entre guillemets, éthique ou de volonté d'engagement, il y a une question de rattrapage par la réglementation ou le marché qui va aussi peser sur positivement, on peut le voir positivement bien évidemment, mais sur la réalité et sur le quotidien de ces petites entreprises, me semble-t-il. Alors, j'ai une lecture un peu différente. Je vais te donner ma vision en la matière. C'est que depuis le Grenelle de l'environnement en 2008 et l'article 255 du Grenelle sur la déclaration de performance extra-financière, les présidents et dirigeants et autres consorts des structures en charge de défendre les intérêts des petites et moyennes entreprises se sont mis vent debout en expliquant ce qui est une erreur fondamentale et ce qui est une bêtise intellectuelle, que parce qu'on est petit, on ne saurait pas faire ou on n'aurait pas les moyens. C'est pas vrai. On le démontre tous les jours dans une TPE de 10 salariés comme la nôtre. C'est absolument faux. Et donc, tant qu'on aura ce discours politique de parce qu'on est petit, on ne peut pas faire, nous faisons prendre un risque extrêmement grand à nos PME et TPE de ne pas les accompagner sur le chemin de la transition. Et effectivement, comme tu le disais, le vrai risque, c'est que ce soit la contrainte réglementaire ou le marché ou française qui viennent expliquer aux entreprises et leur faire prendre un risque qu'ils, si on leur avait donné l'obligation la même que les grandes, ils l'auraient réalisé sans difficulté aucune. Mmh. Alors, peut-être que on a, je pense, compris cette utilité d'initier cette démarche par un DIRA. En tout cas, nous, c'est ce que l'on prône, en disant d'abord commençons à comprendre, commençons à identifier nos interrelations finalement avec le vivant et la biodiversité. Alors, concrètement, quelles sont aujourd'hui les actions que tu as réalisées dans ce cadre et peut-être les prochaines étapes dans lesquelles tu te projettes? Alors, dans les actions, donc, on a fait de 2024 déjà l'année de la biodiversité. Nos vœux ont été portés sur ce sujet. Nous avons mené un grand plan d'action 2024. On a commencé en mars dernier par une formation biodiversité avec l'intervention d'Emmanuel Delannoy qui était intervenu aussi dans la session avec qui j'avais pris lien parce que je le connaissais du temps du Centre des jeunes dirigeants. Et puis avec le CBIOS, on a la chance que le CBIOS qui travaille sur le biométrisme soit à 100 listes dans notre... Tout le monde ne connaît pas le CBIOS, pardon. Non, mais tu fais bien, j'allais le préciser. Donc, on a la chance d'avoir le CBIOS dans l'Oise. Le CBIOS, c'est l'organisme, une association qui travaille à la réflexion de tout ce qui touche au biomimétisme. C'est en quoi le fait de pouvoir observer et regarder le vivant nous permet de trouver dans nos modèles économiques des solutions qui sont des solutions sur une expérience du vivant qui a entre 3, 4 et 4 milliards d'années d'expérience, alors que nous, on est quand même des petits en la matière. Et c'est par exemple tout ce qui peut être autour notamment des sujets du bâtiment, comme par exemple de l'isolation en allant regarder par exemple la fourrure de l'ours polaire, pour vous donner qu'un exemple, mais il y en a plein. Et donc l'idée de cette formation en mars dernier, c'était de sensibiliser 100% de nos salariés, donc ça va, il y en a 10, c'est assez facile, sur une journée qui permettait le matin de comprendre les grands enjeux de la biodiversité et de regarder, pour ne pas rester uniquement dans des grands constats l'après-midi, en quoi on pouvait avoir des sujets de mise en place de changements dans les produits notamment, que l'on pourrait avoir dans le bâtiment en termes d'isolation ou de menuiserie demain, en s'inspirant du biomimétisme pour le faire. Donc ça a été la première action de l'année.
La deuxième action, ça a été un audit avec une association où le président est dans notre comité de mission en tant que société à mission. C'est l'association Agrillon dans l'Oise qui milite pour les insectes étant la base de l'alimentation des oiseaux, et on connaît aussi l'effondrement de la biodiversité des oiseaux. Donc on a fait un audit faune et flore de notre siège à Rieux, de nos quelques 350 mètres carrés d'espace vert qu'on a audité. Donc, on a fait tout un diagnostic complet. On a mis en place un hôtel à insectes collectivement qu'on est en train de finaliser. Et nous avons fait appel à une société d'espace vert qui était capable de nous proposer quelque chose qui allait remettre du vivant ou de la biodiversité, avec notamment une tonte tardive et puis des massifs de fleurs qui vont pouvoir amener des pollinisateurs, et puis tout un tas d'insectes et de vie de fleurs et d'oiseaux qui vont remettre un peu de vivant là où on n'en avait pas, puisqu'on était sur une pelouse à l'ancienne, hein, dans un espèce d'enfermement cartésien à la Descartes, où on tondait, comme tout le monde quasiment le fait, je vois mon voisin en face, sur des milliers de mètres carrés, la tonte à l'anglaise, qui est donc une monoculture, hein, un gazon unique, un gazon anglais qu'on tond à 4 mm, qui est absolument magnifique, mais qui est contre toute forme de biodiversité. Donc voilà un élément assez simple pour faire revenir la biodiversité. Ensuite, on a voulu, sur ce sujet-là, embarquer nos parties prenantes. Donc demain, nous avons une grande manifestation sur une journée complète. On va le matin emmener nos parties prenantes. On aura une quarantaine de participants sur des chemins de la biodiversité pour leur faire découvrir le vivant dans la nature. Ensuite, avec le CBIOS, on aura un atelier de 3 heures sur le biomimétisme. Nous aurons une table ronde ensuite écosystémique avec un élu, un maire, on aura un salarié, on aura un fournisseur, on aura un client, on aura une jeune. On aura des représentants du vivant avec l'association Auré et puis l'association Agrillon pour avoir des représentants du vivant. Et l'idée, c'est de les faire réfléchir à et si on faisait ensemble? Et si, comme la nature nous y invite, nous passions de la compétition, ce dont a horreur la nature, parce qu'elle est dans la sobriété, et si nous passions à la coopération, qu'est-ce qu'on pourrait faire, toute partie prenante sur un territoire? Donc c'est une table ronde qui devrait initier un groupe de travail pour aller plus loin demain sur la biodiversité. Et le soir, pour terminer, nous aurons une conférence inspirante d'Emmanuel Delannoy sur l'économie régénératrice, maître et possesseur du vivant, vraiment, point d'interrogation. Et puis, il viendra, pour finir, sur un apéritif dînatoire, dédicacer son magnifique livre qu'il a fait avec des illustrations, qui s'appelle Les Turbulents. Et je sais que tu connais ce livre et qui est magnifique. Merci. Du coup, pour ceux qui veulent se lancer, parce qu'il y en a beaucoup qui, sur la biodiversité, ne sont pas encore véritablement dans l'action, quels sont pour toi peut-être les premiers pas ou les facteurs clés de succès ou les premiers pas pour initier une démarche, et peut-être les écueils dans lesquels on peut essayer de ne pas tomber? Faut vraiment s'intéresser à la vie et au vivant. Il faut vraiment aimer autre chose que les êtres humains. Il faut avoir une forme de connexion à la nature pour entrer, me semble-t-il, dans cette démarche, ou alors faire l'effort de le faire si on a été, par notre éducation, par notre formation ou par notre environnement, déconnecté. Et je pense notamment pour ceux qui vivent en ville et qui n'ont vécu durant toute leur vie que du béton. Il faut refaire cette reconnexion au vivant. Moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos. Je me suis d'abord intéressé à la vie, c'est-à-dire que j'ai été regarder c'est quoi le vivant, c'est né quand, c'est arrivé quand, comment ça s'est transformé. Ensuite, j'ai 2 outils assez simples que j'ai fait avant d'arriver chez vous et de trouver enfin quelque chose qui me permettait de passer à l'action, puisque avant malheureusement, j'étais un peu creux parce que j'étais pas outillé de façon méthodologique et en termes de stratégie. C'est maintenant le cas avec cet outil du DIRA. Mais j'ai passé le b.a.-ba climat et biodiversité, qui est un outil gratuit. Voilà, vous tapez ça sur Internet et vous allez pouvoir passer les 5 étapes. Et puis, j'ai fait aussi l'outil du CNED en open badge, pareil, sur climat et biodiversité, qui permet de façon tout à fait gratuite de commencer à comprendre un peu les tenants et les aboutissants et d'avoir déjà des éléments de conscientisation de comment on peut passer à l'action avec du coup des exemples, c'est-à-dire aller s'inspirer de ce qu'on fait surtout aujourd'hui souvent des grandes entreprises et de se dire bah tiens, eux ils l'ont fait, moi chez moi ça prend pas la même forme mais ça pourrait prendre cette forme-là ou cette forme-là. Donc un besoin de se reconnecter, de se dire que le vivant
c'est quand même quelque chose d'essentiel et d'important. Aujourd'hui, je pense que quasiment tout le monde est conscient que 40% de l'économie française est due au vivant. Donc, la destruction du vivant est une destruction à l'économie. Je ne sais pas si vous avez vu aussi l'impact de ce que peut poser le changement climatique sur le vivant en termes de PIB, mais sur une enquête qui est sortie, je crois, il y a 2 jours, où on disait donc à 1 degré, c'est moins 4, moins 5% de PIB, mais à 2 degrés, c'est moins 15. Et tout ça aussi parce qu'on impacte le vivant, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir écosystème, et c'est ça un peu le problème peut-être de notre mode de pensée et des outils que l'on a, et en termes d'indicateurs, c'est-à-dire que tant que nous restons, nous, dirigeants, avec un outil de mesure qui s'appelle le bilan financier, c'est-à-dire l'actif passif et un compte de résultat. On ne compte pas ce qui compte, parce qu'on ne compte pas le capital humain, parce qu'il est à l'extérieur de l'entreprise. On ne compte pas le capital naturel et on ne compte pas le capital environnemental ou le capital sociétal. Et donc aujourd'hui, on n'est pas outillé, c'est-à-dire qu'il manque aussi cet outil. Nous, on l'a en partie comblé en mettant la comptabilité universelle. Et donc aujourd'hui, nous avons un indicateur qui n'est pas formidable, mais qui est sur l'empreinte de CO2. Hein. Donc ce qu'on dépense en investissement à la transition, moins ce qu'on investit sur le CO2 en scope 1 et 2, puisque le scope 3, il est extérieur, même si on le compte et qu'on regarde ce sujet-là, c'est pas le plus important, mais ça nous permet aujourd'hui d'investir sur l'indicateur biodiversité qui aujourd'hui n'est pas parfait, mais pour nous c'est le carbone. C'est-à-dire que depuis 2020, en société à mission, nous recherchons la neutralité carbone. Et donc quand on a travaillé à réduire, à économiser, à faire le maximum de ce qu'on peut faire pour réduire l'empreinte carbone, il y a toujours un delta. Et ce delta aujourd'hui, au taux carbone, au prix de la tonne carbone qui est chez nous à 250 €, on l'investit en faveur de la biodiversité désormais. Ok, très bien, très clair. Du coup, je résume, hein, mais l'initiation, enfin le début, ça part quand même d'une inspiration et d'une connaissance, parce que sinon tu peux rien faire. Et après, ça se manifeste notamment par des outils plus précis. Et c'est vrai que ce qu'on pourrait appeler la comptabilité triple capital, enfin une comptabilité ouverte au capital humain et au capital naturel, même s'il y a beaucoup de types de comptabilité triple capital en quelque sorte, est fondamentale, et c'est certainement un outil majeur de la transformation des entreprises, et c'est pour ça qu'elle est en débattue notamment à l'échelle européenne. Dernière question, si tu veux bien, Michel, avant de passer la parole et de répondre à d'éventuelles questions. La biodiversité, d'ailleurs, tu l'as très bien montré, c'est un outil qui est presque, c'est un enjeu, pardon, qui est presque au cœur des autres enjeux. Peut-être que c'est ça qui fait le lien, si on veut avoir une approche avec un grand mot systémique, par rapport au climat, par rapport aux questions sociales, par rapport aux questions de gouvernance. Comment, du coup, toi, tu articules en fait toutes ces dimensions que tu traites, on va dire ces dimensions sociales et environnementales, peut-être pour les résumer. Alors vraiment, si j'essaye de faire court et simple, parce que comme c'est écosystémique, c'est compliqué, on est sur une stratégie globale avec un plan d'action à 3 items sur les sujets de l'économie, de la gouvernance, du sociétal et de l'environnemental. Donc on a 5 axes de travail avec 3 actions phares. Et donc en fait, ce qui guide les choix, c'est l'étoile du Nord, c'est-à-dire l'étoile qui brille et qui nous guide quand on doit prendre une décision. Aujourd'hui, je n'ai plus peur d'avoir des renoncements. On s'est séparé en 2022 de 40% de notre chiffre d'affaires parce tu peux nous en dire plus là-dessus, pourquoi, etc. Une question qui est assez intéressante quand on est société à mission, c'est la question de l'alignement. Tu veux que je t'en dise plus sur les 40% où on s'est séparé de nos clients? Voilà, pourquoi tu les as abandonnés, comment ça s'est matérialisé, comment tu as compensé éventuellement, etc. Alors, c'est eux qui nous ont abandonnés parce que post-Covid, les prix des matériaux ont flambé. Comme on est à 95% sur un modèle économique de marché public, les clients qui ont refusé de nous accompagner et de prendre en charge la hausse des matériaux, nous avons estimé qu'ils n'étaient pas alignés avec nos valeurs et que donc,
comme la question de demain, c'est quand même de donner du sens, hein, c'est un peu la problématique aussi sur le capital humain, c'est comment on attire les talents demain, c'est de leur montrer que l'entreprise a une autre finalité que purement gagner de l'argent, qui aujourd'hui n'a plus aucun sens pour personne, surtout post-Covid, et comment on donne du sens pour ne plus perdre sa vie à la gagner, c'est d'avoir une force d'attraction qui est autre. Et donc ce choix de se dire qu'on n'était pas aligné sur les valeurs nous fait dire qu'aujourd'hui, effectivement, nous choisissons nos clients et nous choisissons des clients qui nous, même en marché public, nous choisissent sur d'autres critères que le critère économique. C'est-à-dire que nous sommes très attachés aux clauses RSE, aux clauses d'insertion sociale sur la partie du capital humain, mais aussi aux clauses environnementales qui peuvent passer dans les marchés qui sont ceux du bâtiment, notamment par la question des déchets, qui est un vrai sujet, les déchets dans le bâtiment. Je rappelle quand même qu'en tonnage annuel, le premier secteur générateur de déchets en France, c'est le bâtiment. Et il a seulement, depuis mai dernier, une REP, une responsabilité élargie des producteurs, pour lequel aujourd'hui, quand vous regardez encore sur les chantiers, 1 an après la mise en œuvre et quand même 4 ans après la loi AGEC, hein, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, regardez autour de vous sur les chantiers, vous avez encore une benne deep dans laquelle on fourre tout. Et on sait bien que rien que ça, si on veut favoriser la biodiversité, c'est d'arrêter d'enfouir. Pour te donner un exemple très concret, aujourd'hui en France, dans le bâtiment, nous enfouissons 400 000 tonnes de menuiserie sous terre chaque année et nous ne recyclons que 4% du verre à plat. Donc, on casse les pieds aux particuliers pour trier les déchets, même les déchets alimentaires avec du compostage depuis janvier, et des secteurs d'activité de dingue comme le bâtiment n'ont pas démarré le début de la transition écologique, sont à la ramasse, alors que c'est un acteur qui, en termes d'émissions de CO2, c'est 23%, c'est près d'un quart. Donc, il faut à un moment donné bouger les lignes et bouger les choses. Et donc, voilà, on peut faire ce type d'action quand on cherche à être aligné. Et donc, voilà, sur les marchés publics, les clients peuvent nous choisir parce qu'on est en tri 6 flux déjà depuis 4 ans, qu'on a mis une filière plastique avec VK, qui a une usine en France depuis 2008 qui recycle des menuiseries PVC, qui réinjecte 27% du PVC recyclé dans ces menuiseries. Et donc, nous achetons aujourd'hui sous une forme d'économie circulaire un PVC recyclé et on sait que si on fait moins d'extraction, ça sert aussi la biodiversité. Donc, c'est à la fois bon sur notre empreinte climat CO2 et c'est à la fois bon en faveur du vivant. Et ce n'est pas des choses qui sont juste dingues, quoi. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'avoir fait de belles études ou de grandes études ou d'être je ne sais pas qui. C'est juste du bon sens paysan, quoi. La nature ne produit pas de déchets. Seul l'homme produit du déchet. Rien que sur cette idée-là, toutes les boîtes ont quelque chose à faire et c'est en faveur de la biodiversité. Ok. C'est très clair, je te remercie beaucoup, c'est très clair, puis c'est très inspirant, je trouve. Et puis ton enthousiasme fait plaisir à voir et nous fait plaisir parce que c'est aussi pour ça qu'on continue à Engage, à y croire et en tout cas à mener ce combat. Alors, Quentin, peut-être qu'on peut passer au temps de questions-réponses pendant une petite dizaine de minutes. Donc, c'est le moment à toutes et à tous de poser vos questions, vos remarques. Alors directement dans les commentaires parce qu'il n'y a pas de questions en direct qu'on puisse prendre. On ne peut pas vous écouter malheureusement. Et voilà, c'est le moment de poser vos questions. Quentin, je te cède la parole. Oui, alors il y a un petit décalage avec le live LinkedIn, mais effectivement, on attend vos questions. Mettez dans les commentaires et puis moi, je les fais remonter pour que Michel puisse y répondre. Alors peut-être en attendant, Quentin, tu peux montrer et parler, avant que les questions arrivent, des prochaines échéances qui arrivent chez Engage, et notamment du Festival Live, peut-être? Je parle. Bien sûr. Avant que les questions arrivent. Bien sûr. Effectivement, on vous invite tous et toutes le 14 et 15 juin à l'Académie du Climat pour le festival Life. Ça va être du coup un festival avec des conférences, des expositions, des temps d'échange, des ateliers pour venir vous sensibiliser, vous former, mais aussi partager votre expérience de la défense du vivant. On aura le 14 juin du coup une journée qui sera dédiée aux entreprises et à remettre comment on remet en fait l'économie au service du vivant. Et puis une deuxième journée qui sera plus citoyenne le 15 juin, le samedi, où là ce sera de manière plus large comment on peut s'engager en tant que citoyen dans la société pour la défense du vivant. C'est à l'Académie du Climat en plein centre de Paris. C'est gratuit.
Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, je vous mets le petit QR code et puis je vous mettrai le lien dans les commentaires. Oui, je rajoute par exemple que sur le 14, il y aura évidemment, on traitera des sujets qu'on a abordés ici, mais il y aura la question, est-ce qu'on peut créer une entreprise restauratrice? Est-ce que, du vivant, je parle bien évidemment, le lien entre entreprise et biodiversité, on aura des questions sur l'innovation au service, une conférence sur l'innovation au service par et au service du vivant, et on clôturera d'ailleurs cette session par un débat, enfin un débat, une conférence, qui j'espère sera intéressant sur climat et biodiversité, même combat, avec François Gemène et Philippe Brancola, pour essayer de voir en fait et de comprendre que finalement ces deux questions sont absolument liées et qu'il s'agit, si on ne veut pas faire d'erreur d'ailleurs, de traiter les deux en même temps, parce que sinon des externalités ou des effets négatifs d'une décision sur le climat peut agir négativement sur la biodiversité si on ne prend pas garde à regarder ces deux éléments, avec le social d'ailleurs, en même temps. Donc voilà tout ce qui va se passer le 14 et le 15 juin prochain. Donc n'hésitez pas à venir, à vous inscrire, à partager. On a beaucoup de liens sur LinkedIn, etc. Chez Engage en ce moment. Il y a encore des places, donc venez, on sera très nombreux. Et il y aura des expositions sur les microbes, quand je dis exposition artistique. Nous, on a créé une exposition qui s'appelle Aronov, qu'on dévoilera à cette occasion sur les grandes œuvres d'art privées de nature. Et donc, on a fait travailler l'IA avec BETC là-dessus. Il y aura une exposition sur le Biomime Expo sur, on va dire, permettra de nous émerveiller sur les capacités du vivant. C'est un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques. Et puis plein d'ateliers beaucoup plus pratiques pour comprendre notre lien à la biodiversité, pour bien comprendre comment s'engager. Alors, il y a Mission Biodiversité, ou une dérivée qui dure 1 heure, et puis d'autres acteurs comme la fresque de la biodiversité qu'on a fait venir aussi à ce festival, parce que là, on en est vraiment conscient, et tu en as parlé d'ailleurs, Michel, c'est une dimension qui est fondamentale, c'est qu'on ne peut pas changer les choses seul. Donc, voilà, il y a la nécessité de faire des coalitions pour réussir à comment dire, à avoir des réponses, on va dire, qui sont à peu près au niveau de ces enjeux qui sont énormes et qui nous dépassent. Donc, c'est comme ça aussi que l'on a conçu ce festival avec une vingtaine de partenaires pour cette première édition. Vous êtes évidemment la bienvenue. Mais je vois qu'il y a une question qui apparaît, Quentin. Effectivement, c'est Philippe qui nous demande, le DIRA mène au A de action. Quelle est, selon Michel, l'action identifiée avec l'outil dont il attend le plus d'impact? Alors, je redis, mais il paraît que la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Donc, je pense que c'est la table ronde écosystémique demain, élargie à la totalité des parties prenantes, y compris des représentants du vivant, sur ce que l'on pourrait faire en coopération sur un territoire. Parce que je crois aussi que le vivant, la biodiversité est diverse et variée, comme son nom l'indique, en fonction des territoires. Et on peut mener des actions sur un territoire qui seraient différentes d'un autre territoire. Et donc, cette action-là qui avait été identifiée, comment on passe de la compétition à la coopération en mobilisant tous les acteurs, je ne suis pas peu fier demain d'avoir réuni sur une table ronde pour parler de biodiversité un maire, un fournisseur, un client, un salarié, un jeune et 2 représentants du vivant, et pas des moindres, tout ça animé par Emmanuel Delannoy, pour leur dire qu'est-ce qu'on doit réussir ensemble sur un territoire et comment on doit travailler en coopération. Et là, je pense que si on arrive à sortir de là, on aura des choses à vous raconter forcément après, mais je pense que ça peut être le début de quelque chose de grand si vraiment demain l'ensemble des acteurs se sentent engagés sur ce sujet, et je ne doute pas que ce soit le cas. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent, Quentin, où on a été tellement clair que… Exactement, c'est ce que soulignait Sabine. Pas de questions particulières, mais l'enthousiasme de Monsieur Meunier est énergisant. Donc, apparemment, on a été clair, et Michel, voilà, tu as pu inspirer par notamment ton énergie. Ouais.
Il y avait une première question qui avait été mise sur les facteurs clés de réussite et les outils méthodologiques. Donc, on a parlé du DIRA, mais on a parlé un petit peu de la gouvernance, mais je pense que c'est stratégique et on a peut-être un problème dans ce pays à la tête des entreprises. C'est la formation à la compréhension de la biodiversité, notamment la biologie, et même pour demain sur nos jeunes. On a un sujet vraiment fort, mais je sais qu'Engage aussi, je sais que Jérôme est très impliqué sur ces sujets-là. Il va falloir remettre de la formation pour avoir une compréhension. Parce que le problème aujourd'hui de l'action, c'est que les gens méconnaissent le sujet. Et quand on ne connaît pas, on a peur. Et donc, on ne va pas se confronter à une réalité. Elle est pourtant essentielle pour nos entreprises demain. Deuxième sujet, je l'ai dit, la coopération, c'est la gouvernance. Il faudra des entreprises avec des gouvernances élargies et pas uniquement un conseil d'administration qui attend des retours sur l'investissement capitalistique ou financier. Il va falloir avoir d'autres outils de mesure et même sur la performance des dirigeants en termes de rémunération. À mon avis, c'est un vrai sujet. Et puis se poser la question, alors nous, on est société à mission, maintenant on a une raison d'être, mais la question de à quoi sert l'entreprise? Est-ce qu'aujourd'hui, une entreprise peut continuer à détruire du capital humain, du capital sociétal ou du capital vivant? Juste non. Mince, depuis l'histoire de tous les temps, une entreprise offre un bien et un service, donc elle offre un bien commun. Et donc, il va falloir regarder les entreprises sous l'angle du bien commun. Et quand elles détruisent, il va falloir les montrer du doigt. Et quand elles permettent, au contraire, d'être favorables à, il va falloir aussi pouvoir les accompagner de façon beaucoup plus, en force que ce n'est le cas aujourd'hui. Il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de financement. On le fait avec nos petits bras et nos petits moyens. Et donc là, il y a aussi une vraie question politique. Et pour les dirigeants, le verbe anticiper me semble le verbe plus important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boîtes et des PME, TPE qui vont demain avoir des vraies difficultés, comme l'a dit Jérôme, quand la CSRD va descendre chez leurs clients PME, PMI ou grands donneurs d'ordre et qu'on va leur demander les indicateurs et qu'ils n'auront pas commencé, même pas à penser au sujet, ils rateront des marchés, ils perdront des parts de marché parce qu'ils n'auront pas traité le sujet. Et donc, toutes les entreprises, sans exception, doivent s'engager sur la biodiversité et tous les dirigeants, sans exception, devraient faire les 3 jours de formation à l'outil DIRA chez Engage. C'est indispensable, il faut le dire. Si on ne fait pas l'effort de sortir de sa zone de confort, d'aller se former, d'aller se confronter à un sujet pour lequel on n'a pas reçu une éducation, on a été éloigné, on ne changera pas la donne et on n'atteindra pas les objectifs qui sont le nôtre. Pourquoi on fait ça? Moi, quand on me pose la question, déjà, je vous l'ai dit, j'ai 6 enfants. Moi, ça fait 30 ans que je suis chef d'entreprise. Si dans 10-15 ans, j'ai la chance d'être grand-père et j'ai un petit-fils ou un petit-fille qui vient me dire « Papy, tu as vu l'état du monde? Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais chef d'entreprise ?» J'ai envie de dire que j'ai fait ma part. Voilà. Et donc, je pense que tout le monde pourrait se poser cette question parce que là, le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité, nous sommes en train de changer les conditions d'habitabilité des générations futures sur cette planète. Nous avons donc une responsabilité à l'endroit où nous agissons. Et aucun chef d'entreprise peut s'exonérer pour moi de cette responsabilité parce qu'il y a tout pour faire et il y a les outils, notamment chez Engage. Merci beaucoup. Il y a une question de Claire Martin, me semble-t-il, puis après on arrêtera pour rester dans le bon timing. Exactement, Claire qui nous demande, du coup, qui te demande, Michel, avez-vous en tête des technologies critiques pour la protection, régénération de la biodiversité? Alors, j'imagine que c'est par rapport à ton métier, par rapport à ton entreprise. Alors, je ne sais pas si on parle de technologie critique, mais j'ai une question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais je soumets à votre sagacité, puis en même temps, je réfléchis en vous parlant. La donnée. Comme on parlait un peu de triple comptabilité ou de comptabilité en triple capital, le souci que vont avoir les entreprises, c'est la donnée. C'est-à-dire la collecte de la donnée, c'est comme un bilan carbone en scope 3. Le problème que vous allez rencontrer, c'est qu'il est faux à 80% parce que vous n'avez pas la donnée. Et donc, quand on parle de technologie critique, on pourrait parler de l'intelligence artificielle qui va être le même sujet que la biodiversité pour les PME, TPE. C'est que comme ils n'ont pas été accompagnés, ils risquent de perdre une partie des marchés. A contrario, je crois que la donnée, la structure de la donnée et les outils de données, notamment les ERP. Alors nous, on a beaucoup investi, hein, on est à plus de 300 000 € d'investissement dans des outils digitaux pour le bâtiment qui n'existent pas. Hein. Il y a seulement quelques outils qui commencent à émerger, mais on a un outil, par exemple, d'optimisation des tournées des techniciens qui réduisent à peu près de 40% l'empreinte CO2, au-delà d'avoir des véhicules électriques pour 50% du parc parce que les autres
ne sont pas aujourd'hui efficaces de façon opérationnelle. Donc, je crois que l'intelligence artificielle, on peut se poser la question, mais c'est comme tout outil, il n'y a pas d'outil bon ou mauvais. C'est comme un marteau, si je fais un lien avec le secteur du bâtiment, avec un marteau, je peux planter un clou ou tuer quelqu'un. Et donc, la question pour moi fondamentale, c'est la question de l'éthique, c'est-à-dire à quoi ça sert, et puis de se poser la question effectivement du numérique qui aujourd'hui représente 10% des émissions de CO2, qui vont doubler dans les 10-15 ans qui viennent. Et donc, il y a des questions, à mon avis, fondamentales, mais là, je ne suis pas assez expert. Il faudrait demander aux scientifiques qui puissent nous accompagner, nous guider, comme le GIEC l'a fait ou sur la biodiversité. L'IPBES, qui concerne la biodiversité. L'IPBES, il faudrait que les gens du numérique nous accompagnent en disant c'est quoi aujourd'hui sur la technologie, l'empreinte que ça pourrait avoir, favorable ou défavorable. Et je crois que comme de chaque côté, il y a des choses plus et des choses moins. Mais c'est en étant éclairé qu'on peut être éclairant, me semble-t-il. Je propose que l'on s'arrête là. Merci Michel sur cette conclusion. Et la précédente était jolie aussi. Et je laisse Quentin, du coup, clore ce 45 minutes chrono. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et merci Michel, comme dirait je ne sais plus qui, de ton grand enthousiasme, voilà, qui est communicatif, qui fait plaisir. Voilà, ça nous réchauffe un peu. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Jérôme. Vous pouvez retrouver tous les replays des 45 minutes chrono sur notre chaîne YouTube, donc @engage4 sur YouTube. Donc il y a eu 7 épisodes, on a parcouru toute cette dimension de la relation entre l'entreprise, la biodiversité et comment une entreprise du coup peut agir sur cet enjeu. Donc ils sont à retrouver en replay. Merci beaucoup pour votre participation et je vous dis à très vite. Peut-être que tu peux rappeler quand même, parce qu'on n'a pas rappelé qu'on avait fait un MOOC, ça c'est important quand même, un MOOC et qu'il y a aussi la formation, rapidement. Ouais, j'ai mis le lien dans les commentaires, vous pouvez retrouver toutes du coup les formations que l'on propose avec Engage, donc que ce soit aussi bien notre MOOC, il y a aussi l'atelier mission biodiversité dont parlait Michel tout à l'heure, la formation action biodiversité, qui sont du coup 2 formats, un premier pour comprendre, s'entraîner à agir, qui peut être diffusé déployé facilement dans votre entreprise en 2h30, qui permet vraiment de faire le lien entre la biodiversité et les actions humaines et puis se mettre en action à l'échelle individuelle. Et puis la formation action biodiversité, qui elle vraiment permet en 3 jours de nourrir, de lancer et de développer une démarche biodiversité dans son organisation. Donc on va de la compréhension au diagnostic. Après, on s'approprie tout ce qui a été dit, on planifie, on fait ressortir des enjeux et enfin on passe à l'action et surtout on engage, on convainc dans son entreprise et dans son écosystème pour mener à bien cette démarche. Voilà. Puis le MOOC biodiversité, c'est mooc-biodiversité.com, je crois. Là aussi, c'est pour s'initier un peu plus fortement que Mission Biodiversité. Ça aussi, on peut l'adapter, le développer dans vos entreprises. C'est fondamental parce que vraiment, la connaissance et la compréhension de ces sujets, si on ne l'a pas, derrière, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, c'est le point de départ pour nous. Et puis après, on engage toute une transformation qui est beaucoup plus effective ou concrète. Merci Quentin. Merci à vous. À très vite. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.